je vais commencer tes exposés par dire que les rôles des changements climatiques, des changements environnementaux, pardon, ont une importance majeure dans l'évolution, puisqu'il y a eu des changements environnementaux et pour répondre à ces changements, les espèces sont obligées de changer également. Donc, les espèces qui sont en général, quand on parle de la biodiversité, on parle du classement des espèces et on considère souvent ça comme des entités statiques. C'est en fait une vision complètement fausse et Darwin l'a bien mis en évidence dans ses ouvrages. Et ici, vous voyez la seule figure en fait qui figure dans l'origine des espèces, où il montre que effectivement les espèces ne sont pas des entités statiques. Donc ici on a différentes lignées dans le schéma qu'il représente, qui sont dans différents environnements écologiques. Et ici on a le temps qui s'écoule de bas vers le haut. Et on voit que dans la représentation de Darwin, ces lignées, elles apparaissent, puis elles disparaissent au cours de l'évolution. Et donc, quand on regarde à un moment précis, c'est donc une vision instantanée de ce qui se passe, mais ça change tout le temps. Et donc, non seulement ça change, mais en plus, les espèces sont composées de populations différentes, et ces populations, elles sont distribuées le long d'aires de distribution géographique et elles sont donc soumises à des environnements qui sont différents. Et donc ici, c'est ce que j'ai essayé de représenter schématiquement, où on a des populations qui sont les ronds rouges, qui contiennent des individus qui sont des ronds blancs, qui sont donc de différentes tailles, plus ou moins grandes. Elles échangent des migrants entre elles et elles sont trouvées dans des environnements différents qui sont présentés par les différents grisés ici. Et donc ces environnements, ils sont définis à la fois par les facteurs biotiques, c'est-à-dire les interactions entre les organismes, donc par exemple la pollinisation, les interactions entre les plantes et les insectes, la prédation, la compétition avec les autres espèces, et on verra donc, Frédéric en parlera et essentiellement de ça, les relations avec les pathogènes. Et ces relations avec les pathogènes, c'est vraiment un moteur important dans l'évolution parce que les pathogènes évoluent très vite. Et donc, il y a des hypothèses. Van Vanden a fait une hypothèse sur le rôle de ces pathogènes qu'il a appelé l'hypothèse de la reine rouge. La reine rouge, c'est issu du livre de Lewis Carroll, de l'autre côté du miroir. Et donc là, il y a Alice qui court avec la reine rouge et elle court et elle dit mais pourquoi est-ce qu'on court comme ça? Et la reine rouge lui explique on court pour rester à la même place parce que c'est le paysage qui court et pour rester à la même place, ils sont obligés de courir aussi vite que le paysage. Et c'est un petit peu ce qui se passe entre les hôtes et leurs pathogènes. Donc l'environnement biotique, c'est un environnement qui change et donc qui font que les espèces elles vont changer pour s'adapter à cet environnement-là. Mais il y a aussi l'environnement physique, c'est cette question qui s'appelle l'environnement abiotique. Et donc une des caractéristiques importantes de dans cet environnement physique, dans l'évolution des espèces, c'est la température. Et donc on sait qu'en général, les espèces, comme c'est présenté ici, elles sont pas distribuées d'un pôle à l'autre. En général, elles sont distribuées dans des régions bien particulières qui correspondent à, excusez-moi, qui correspondent, alors j'ai du mal avec ma souris là, ça marche plus, donc qui correspondent à des zones biogéographiques qu'on peut définir en fonction de la température des eaux. Et ici, donc, je ne sais pas si vous voyez, mais dans l'océan Atlantique, il y a une zone qui est montrée comme tempérée. J'ai perdu ma souris. Ah, ça y est, je l'ai nouveau. Donc, c'est ici, c'est une zone qui est tempérée. Et donc, ça dépend de cette zone, elle va dépendre de la température. Et on voit bien que ici, c'est pour les océans qu'on a les régions biogéographiques qui sont définies. Et on voit bien que la zone ici qui est définie, elle est beaucoup plus petite du côté des États-Unis que du côté de l'Europe, tout simplement parce qu'il y a le Gulf Stream qui passe du côté de l'Europe et que donc du coup, l'aire de distribution des espèces, les températures sont plus tolérantes au niveau
cette région-là. Et donc, on a bien une répartition de cette biogéographie qui est dictée par la température. Donc, les espèces sont des entités dynamiques qui sont composées d'un ensemble de populations qui évoluent au cours du temps et qui sont trouvées dans des environnements qui peuvent être différents au sein de l'espèce. Et ce dont je vais vous parler dans cet exposé, je vais insister essentiellement, c'est comment est-ce que la variabilité génétique qui est présente au sein des espèces, elle peut permettre aux espèces de répondre à ces changements. Et donc, pour répondre à cette question, il y a eu des études théoriques qui ont montré qu'il pouvait y avoir un rôle vraiment important des populations marginales dans le potentiel évolutif des espèces. Parce que non seulement les espèces, elles sont composées de populations différentes, mais ces populations, elles ne sont pas équivalentes au sein de la distribution des espèces. Donc, c'est ce que je montre ici, où là, on a schématisé l'aire de distribution géographique d'une espèce. Donc, on voit que dans cette aire de distribution des espèces, il y a des situations contrastées entre les populations qui vont être en limite d'aire de distribution et les populations qui sont au centre de l'aire de distribution. Les populations qui sont en limite d'aire de distribution, elles sont déconnectées les unes des autres, elles sont petites, elles sont isolées, alors que les populations en centre d'aire sont connectées, grandes et échangent beaucoup de migrants entre elles. Et ça peut avoir une importance primordiale sur les capacités d'évolution. En particulier, on va voir un effet sur la structure génétique des populations. Quand on a des petites populations qui sont isolées les unes des autres, en fait, elles vont échanger relativement peu de migrants et elles vont être différenciées génétiquement entre elles. Donc, on s'attend à avoir beaucoup plus de différenciation génétique aux marges de la distribution qu'au centre de la distribution d'une espèce. J'ai des problèmes avec ma souris, désolée. Et quand on s'intéresse maintenant à la diversité génétique au sein des populations, avant je parlais de la différenciation entre populations, maintenant je parle de la diversité au sein des populations. Quand on a des petites populations, on va pouvoir maintenir dans les populations moins de diversité génétique que dans les grandes populations. Et donc, potentiellement, ces petites populations auront moins la capacité de pouvoir répondre aux changements. Donc, un des paradoxes, c'est quand on a cette dynamique au centre, en bordure d'aire de répartition, comment est-ce que ces populations marginales vont réagir et est-ce qu'effectivement les espèces vont avoir la capacité pour pouvoir répondre aux changements puisque ça va se passer dans les bordures. Donc c'est cette question qui nous intéresse et donc là je vous ai représenté les changements de la température au cours des 100 dernières années. Et on voit que donc, la température a tendance à augmenter. Et ces changements, ils se sont accélérés de plus en plus au cours des dernières décennies. Et face à ça, les espèces, les espèces, individus, les populations ont trois réponses possibles. Soit elles vont s'acclimater et s'adapter. Donc la différence entre l'acclimatation et l'adaptation, c'est que l'acclimatation, c'est une réponse réversible, alors que l'adaptation génétique, c'est irréversible. Mais donc elles peuvent rester à la même place parce qu'elles vont pouvoir s'adapter à cette situation-là. Soit elles ne peuvent pas s'adapter et donc elles vont migrer à un autre endroit de l'aire de distribution où elles vont trouver des conditions favorables. Soit elles ne peuvent pas s'adapter et elles ne peuvent pas migrer et dans ces cas-là, elles vont disparaître. Donc en fait, dans la littérature, on voit qu'on a de nombreux exemples de déplacement de la distribution géographique des espèces. Et vous allez en avoir des exemples aussi dans l'exposé suivant. Et ce qui est plus difficile, c'est de répondre à cette question par rapport à l'adaptation. Donc là, je vais vous présenter surtout un exemple sur comment les changements actuels peuvent affecter les populations. Et donc, cet exemple, c'est des grandes algues brunes. En fait, on n'a pas de nom en français pour dire les grandes algues brunes. Et il existe un nom en anglais. C'est pour ça que je l'aime bien, parce que kelp, ça veut dire les grandes algues brunes. C'est très court, mais c'est comme ça. Et donc, il y a un nom pour dire les grandes algues brunes en anglais, parce que ces grandes algues brunes, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler ici, c'est des laminaires, je ne sais pas si...
Mais c'est extrêmement bien connu parce que c'est un habitat remarquable. Et je pense que peut-être que les anglo-saxons connaissent un peu plus ces habitats remarquables, qui sont remarquables au même titre que les coraux, les mangroves, par exemple, mais pour les habitats tempérés, parce que c'est des forêts d'eau froide à tempérer. Et donc, elles sont remarquables parce qu'elles abritent une forte biodiversité. On les appelle espèces ingénieurs parce qu'elles abritent cette biodiversité, mais aussi ce sont des producteurs primaires, des gros producteurs de biomasse, et qu'elles jouent aussi un rôle protecteur contre l'action érosive des vagues. Elles ont vraiment, donc c'est des espèces assez remarquables. C'est une ressource économique, soit directe, soit indirecte. Directe parce qu'elles sont récoltées, exploitées, parce qu'elles contiennent des alginates, et donc c'est des ressources qui sont intéressantes pour l'industrie pharmaceutique et l'industrie agroalimentaire. Mais c'est aussi une ressource économique indirecte dans la mesure où elles abritent, comme j'ai expliqué, une grande biodiversité. Et par exemple, il y en a en Bretagne, et ce qu'on trouve dans les forêts de la Minère, c'est le homard. Donc c'est une des ressources indirectes. Et donc elles sont soumises à des menaces, donc l'exploitation, on va le voir, éventuellement le changement climatique, la pollution et l'arrivée d'espèces invasives. Et là, je vous ai montré quelques diapositives de ces forêts européennes. Donc ici, on a une grande algue brune qui s'appelle la Minaria eucroloca. Donc elle se reconnaît bien par le fait qu'elle a ici, je ne sais pas comment je me débrouille, voilà. Elle a des parties donc, qui sont très très jaunes, donc on les voit bien quand on fait de la plongée. Et en fait, c'est une des espèces qui était surtout présente dans le sud de l'Europe. Et donc, il y a plusieurs publications qui viennent de sortir et qui sont en train de se demander si l'espèce elle n'est pas en train de remonter vers le nord en Europe. Ensuite, ici, je vous ai présenté un autre cas d'une espèce qui s'appelle Saccharina polychiles, qui est une espèce de mauvaise herbe parmi les forêts de la Minère. C'est une espèce, mais c'est une espèce annuelle. Et donc, vous voyez la taille que ça peut faire. Ça peut faire 2 à 3 mètres de haut. Et donc, toute cette biomasse, elle s'est développée en 1 an. Donc ici, c'est une espèce qu'on trouve sur toutes les côtes européennes aussi, et qui s'appelle la Minaria hyperborea. Et je vous ai montré cette espèce-là parce que vous voyez qu'il y a toute une série d'algues épiphytes qui poussent le long de cette structure qui s'appelle un stipe. Et là, vous voyez comment est-ce que ces espèces se fixent au rocher. Donc, elles ont une espèce de crampons qui les fixent au rocher et qui leur permet de résister à l'action des vagues. Donc, ici, je vous ai mis aussi cette diapo-là parce que c'est une espèce qui s'appelle Emmentalia, et je ne sais pas si vous mangez des algues, mais c'est une des espèces qui se mange, qui s'appelle le haricot de mer, et qui est particulièrement bonne. Et donc, je vais vous parler essentiellement là de la Minaria digitata. Donc, c'est une espèce, s'appelle digitata parce qu'elle est digitée et qui est présente donc sur les côtes européennes. Donc ici, je vous ai mis, en fait, elle est présente sur les 2 côtés de l'Atlantique. Et ici, je vous ai mis la distribution qu'on avait en Europe. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle trouve la limite sud de son aire de distribution en Bretagne Sud. Elle est caractérisée, donc je vous ai dit que ce qui me plaisait bien chez les algues, c'était leur cycle de vie. Je n'aurai pas le temps d'en parler plus que ça dans cet exposé, mais ce qui est intéressant quand même, c'est de savoir que dans le cycle de vie, il y a une phase qui est macroscopique, donc qui peut avoir plusieurs mètres de long, qu'on appelle le sporophyte, que vous voyez ici, et qui est diploïde, et en une phase microscopique, que donc on ne voit pas sur le terrain, et qui constitue les individus mâles et femelles chez cette espèce. Et donc, ça a des conséquences importantes, c'est-à-dire que des fois, même si on ne voit pas l'espèce macroscopique, ça ne veut pas dire qu'elle a forcément disparu, parce qu'il peut rester l'espèce microscopique sur le terrain qu'on ne voit pas. Et la deuxième chose, c'est que quand on regarde les tolérances
à la température, on peut avoir des tolérances qui sont différentes entre les deux parties de ce cycle-là. Et en particulier, chez Laminaria digitata, cette espèce ne peut plus se reproduire, c'est-à-dire les individus mâles et femelles ne peuvent plus se reproduire dès que la température excède 15%. Donc ça, c'est vraiment une limite pour le maintien de cette espèce dans son aire de distribution. Donc, ces forêts de laminaires en Bretagne, elles sont récoltées par des goémoniers. Et ici, vous voyez un bateau qui récolte à l'aide de ce qu'on appelle un Scooby-Doo. Donc, c'est quelque chose qui a été mis en fait au point par Pierre Arzel, qui est quelqu'un qui travaillait à l'Ifremer et qui permettait, avec cette espèce de crochet qui tournait, de pouvoir arracher les laminaires sans détruire énormément la biomasse qui était autour. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est la variabilité génétique intraspécifique dans l'aire de distribution. Regardez si on a différence de réponse entre les populations marginales et centrales, et aussi la variation temporelle des espèces associées. Et donc là, je vous ai mis la carte des sites qui étaient échantillonnés. Donc on a échantillonné 28 populations, et on a regardé la différenciation génétique. Je vous avais bien parlé dans le schéma de la différenciation génétique d'un côté, et après on verra la diversité génétique. Donc ça, c'est les résultats de la différenciation génétique. Donc ici, on a utilisé des marqueurs génétiques pour pouvoir estimer combien de groupes génétiques différents il y avait parmi ces 28 populations. Et donc, on a trouvé qu'on pouvait définir 6 groupes différents. Et ce que vous voyez ici en haut du schéma, si j'arrive à manipuler la souris, voilà, c'est les 6 couleurs qui correspondent aux 6 groupes différents. Et ce que vous avez en dessous, en fait, c'est les 28 populations. Et au sein de ces 28 populations, en fait, chaque barre représente un individu. Et donc, cette barre, j'y arrive pas, cette barre correspond à la proportion, donc à la probabilité d'affectation d'un individu à son groupe d'origine. Donc, je voulais vous montrer les deux populations rouges ici. Voilà, ici, par exemple, on a beaucoup d'individus qui sont dans ces deux populations. Je voudrais bien une souris. Qui sont dans les deux populations du Pas-de-Calais. Et donc, on a donc ces populations qui sont très différenciées des autres populations, puisque tous les individus pratiquement de ces populations-là sont assignés à 100% à leur population d'origine. Et ensuite, on a des cas, comme ici, tout ce qui est la Bretagne Nord ou la Bretagne Ouest, qui représentent les populations qui sont ici. Et vous voyez qu'ici, la situation, elle est extrêmement différente, dans la mesure où chaque individu est attribué à différents groupes génétiques. Donc, du coup, ça veut dire que dans ces populations-là, on a des individus qui proviennent sans doute des différents groupes. Et donc, ce qu'on voit, c'est que donc, ces populations-là ne sont pas différenciées entre elles. En revanche, on a les populations limites d'air qui sont bleues ici et qui sont bien différenciées. Donc, on a des situations contrastées le long de l'aire de distribution, avec des populations qui sont plus centrales, qui sont moins différenciées, et des populations qui sont en limite d'air, qui sont plus différenciées, et avec des situations particulières, comme les populations du Nord-Pas-de-Calais ici, qui sont extrêmement différenciées. Et ce qui explique cette forte différenciation dans ce cas-là, c'est le fait que ces populations, je ne sais pas si vous connaissez le Nord-Pas-de-Calais, mais il y a un tout petit bout de côte rocheuse qui est entouré par des très grandes plages de sable. Or, les laminaires ne sont trouvés que sur les côtes rocheuses. Donc ça, c'est un effet de la fragmentation de l'habitat. Donc maintenant, on regarde la diversité génétique qu'il y a au sein donc de ces populations-là, et on voit que toutes les populations qui sont extrêmement différenciées, ce sont celles qui montrent une plus faible diversité génétique, et ça correspond effectivement à ce qu'on avait au niveau du modèle de prédiction, donc une faible diversité génétique, entre autres en limite d'air. Et en revanche, on voit que donc, dans les grandes populations qui étaient très connectées les unes aux autres, là, on a une forte diversité génétique.
on a une situation qui ressemble beaucoup à la prédiction qu'on avait faite sur la répartition de la diversité génétique au sein de l'aire de distribution. Et ce qu'on a regardé en plus, c'est comment est-ce qu'on avait une interaction entre cette diversité génétique et les facteurs environnementaux. Et en particulier là, j'ai représenté, pour regarder ça, donc j'ai représenté la diversité génétique des populations avec... Ici, on a des fortes diversités et plus le rond diminue et plus les couleurs deviennent froides, on a une faible diversité génétique. Et je l'ai représenté en fonction des températures moyennes des eaux de surface. Et donc, le schéma pour les eaux de surface, c'est plus on est dans un bleu profond, plus on a des températures froides. Et donc on voit que les populations qui montraient la plus forte diversité génétique, ce sont des populations qui sont situées dans les zones d'eau les plus froides. Donc ça, c'est sûrement à mettre en liaison aussi, un caractère qui s'ajoute avec ce que j'avais expliqué sur l'importance de faibles températures pour que cette espèce puisse se reproduire. Donc effectivement, dans ces conditions-là, on a des plus grandes populations, l'espèce se reproduit mieux. Et ça a des conséquences. Ça veut dire qu'au niveau de la récolte de cette espèce, c'est effectivement dans ces grandes populations-là qu'on va avoir le plus de pression de récolte, puisque c'est là où on va avoir la plus grande biomasse. Donc ce sont les populations les plus grandes et les plus diverses qui sont récoltées en Bretagne. Et donc cette région-là se trouve être, c'est là où se trouve être situé le parc marin. Et donc, il y a une réflexion dans ce cadre-là sur les opérations de gestion dans des situations pareilles. Mais du coup, on trouvait ça intéressant, vu cette situation, de regarder quelle avait été l'évolution des températures au cours des 20 dernières années dans cette région-là. Et donc, pour ce faire, on a regardé les changements de température des eaux de surface durant les 20 dernières années et on a regardé ça tout le long du littoral breton. Donc pour comprendre cette figure ici, là vous avez la répartition géographique des points, d'accord? Donc ici on va de la Normandie jusqu'au Sud-Bretagne, quand on regarde le graphique dans ce côté-là. Et ici on a la variation annuelle des températures. Donc on va de 1992 à 2011. Et ici, on a une échelle qui montre les différentes températures. Plus c'est rouge, plus c'est chaud. Plus c'est bleu, plus c'est froid. Et donc la première chose qu'on voit sur ce schéma-là, c'est que d'abord, il y a des environnements qui sont différents. Et tout le monde sait bien qu'il fait globalement beaucoup plus chaud en Sud-Bretagne qu'en Nord-Bretagne. Et c'est vraiment ce que montre ce graphique. Mais l'autre chose qu'on voit dans le graphique, c'est que les changements aussi sont régionaux. C'est-à-dire que, en fait, si on regarde ce qui s'est passé au cours du temps, on voit que les plus gros changements de température au cours du temps, qui sont de presque 1 degré, se passent surtout en Bretagne, surtout en Normandie et dans la région du golfe normando-breton par rapport aux autres populations. Donc c'est une autre mosaïque. Et maintenant, si on regarde plus seulement les moyennes de température, mais on regarde les amplitudes, parce que les amplitudes, c'est très important, c'est les températures maximum et minimum. On a vu comment c'était important, par exemple pour la reproduction de cette espèce, l'amplitude de température. Ici, on voit aussi que cette amplitude de température, les variations des amplitudes de température des eaux de surface, elle est très régionale. Et donc, quand on combine l'information avec les deux régions ici, le Sud-Bretagne, la Normandie, qui ont les plus fortes amplitudes de température, et après les informations sur les moyennes, on remarque vraiment que la région qui est située à un point de Bretagne forme une poche résiliente d'eau froide qui se différencie complètement des autres régions et qui peut entre autres expliquer le pattern qu'on a vu. Donc après, avec ces données-là, on s'est dit, du coup, comme on a beaucoup d'espèces qui sont associées à ces algues-là, ce serait intéressant, vu les patterns qu'on a vus de différenciation, de changement de température, de voir comment ont réagi les espèces qui étaient associées à ces algues-là au cours du temps. Et donc, on disposait, et c'est le travail
de Régis Gallon et de Marine Robuchon, là, qui est dans la salle. Et donc, ils ont regardé les changements qui se passaient dans ces communautés entre les années 90 et les années 2010. Et ils ont vu que ces changements, ils se produisaient à des degrés variables selon les régions, avec les changements maximaux en Sud-Bretagne et des changements minimaux en Ouest-Bretagne, et que ces changements étaient corrélés à la température. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en se fixant sur un certain nombre d'espèces associées, ils ont vu que les espèces associées, entre ces 20 années, elles avaient tendance à se déplacer vers le nord, c'est-à-dire vers les régions où les eaux étaient plus froides. Et dans ce contexte-là, cette poche d'eau froide qu'on voit comme un refuge potentiel, ça pourrait être aussi une barrière à la migration, parce que les espèces, elles vont aller jusque dans cette région où il fait froid. Puis après, comme on a une poche d'eau chaude, elles vont être bloquées à cet endroit-là. Et si jamais elles ne migrent pas beaucoup, comme c'est souvent le cas pour des algues, elles ont peu de potentialité de migration. On verra que ce n'est pas pareil pour les parasites. Et bien du coup, dans ce cadre-là, elles risquent d'être coincées à l'endroit où elles sont et de ne pas pouvoir migrer plus haut. Donc ça peut être une barrière à la migration. Donc c'était un peu l'histoire que je voulais vous raconter. Donc en résumé, on a un effet potentiel sur le réchauffement climatique qui correspond assez aux prédictions du modèle dont je vous avais parlé. Donc, en fait, dans ce modèle, on pouvait se demander comment vont jouer les populations le rôle des populations marginales. On a étudié la réponse, on a comparé la réponse des individus dans ces populations marginales avec des études physiologiques et même en regardant la reproduction. Et on a vu que effectivement, dans ces populations marginales, en Sud-Bretagne, pour le moment, les individus non seulement ils ne sont pas adaptés, mais ils sont mal adaptés. C'est-à-dire qu'ils se reproduisent moins bien, ils survivent moins bien que les individus quand on les compare dans les autres régions. Donc pour le moment, on n'a pas une réponse adaptative dans cette espèce-là. Donc voilà, je pose la question ici sur quel va être le devenir de ces forêts-là. Peut-être qu'avec la pression de sélection avec le temps, on va pouvoir arriver à avoir des adaptations, mais ce n'est pas sûr que toutes les populations sont capables de s'adapter à la condition. Et donc, elles vont migrer, si elles le peuvent. Et si elles le migrent, une des questions, c'est quand toutes les espèces elles vont se retrouver au pôle, après, qu'est-ce qu'elles vont faire, quoi. Voilà, merci. Myriam Valero, c'est forêt... Oui, on peut l'applaudir. Ces forêts de laminaires sont menacées, mais ça veut dire que le homard aussi est menacé. Moi, c'est un mot que j'ai retenu de la conférence. Hein. Alors, tout dépend si jamais elles vont être remplacées par d'autres forêts de laminaires qui viennent plus du sud. Dans ces cas-là, peut-être que le homard, il arrivera à se retrouver un habitat potentiel.